à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, zoom sur les oubliés du système scolaire. 100 000 enfants seraient aujourd'hui déscolarisés en France, selon le collectif École pour tous. Mineurs isolés étrangers, enfants du voyage, enfants des bidonvilles. Qui sont ces jeunes sortis des radars de l'éducation nationale et comment leur redonner une chance de rejoindre les bancs de l'école, alors qu'une mission d'information ministérielle sur la déscolarisation vient d'être confiée par le Premier ministre à une députée de Haute-Garonne. Nos deux invités, eux, sont là à la manœuvre sur le terrain. Anina Chouchou, avocate et marraine du collectif École pour tous, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous. Abdelali El Badawi, président fondateur de Banlieue Santé et directeur de l'impact d'EduCup, start-up engagée qui favorise l'éducation de tous, est également avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être sur le plateau de Smart Éducation. Anina Chouchou, conditions économiques, sociales, situation géographique, quelles sont les causes majeures de la déscolarisation en France? Expliquez-nous. Alors, les freins dans l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de grande précarité sont surtout d'ordre social et administratif. Refus d'inscription discriminatoire par les maires en France, pour les enfants en très grande précarité. Également les expulsions habitatives répétitives tout durant l'année qui mettent les enfants à la rue et les empêchent de continuer leur année scolaire. Parce que pas de domicile, donc difficile d'accéder à l'école? Effectivement, quand on se retrouve à la rue sans aucune solution de relogement ou sans abri, ça devient très difficile de pouvoir continuer à aller à l'école. C'est également le fait que la présomption de minorité pour les jeunes mineurs isolés étrangers n'est pas reconnue, n'est pas respectée en France. Et ces jeunes qui arrivent au péril de leur vie en France ne peuvent pas pouvoir bénéficier de la protection de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'on remet en cause leur minorité. C'est aussi également les refus d'accorder des contrats jeunes majeurs aux jeunes qui sortent de la protection de l'enfance à 18 ans, et ce qui les empêche de pouvoir continuer de finir leur formation. Et ils se retrouvent également désœuvrés à la rue. Et c'est également malheureusement beaucoup le harcèlement raciste dans les établissements scolaires. Anina Chouchou, juste pour qu'on comprenne bien, déscolarisation signifie qu'ils n'ont jamais accédé au système scolaire ou qu'ils y ont accédé à un moment et puis qu'ils en sont sortis? Oui, c'est pas seulement les enfants qui ne peuvent pas être inscrits, mais c'est également tous ces enfants et tous ces jeunes qui ont un accès à un moment donné, mais qui se retrouvent déscolarisés, soit à cause d'une expulsion habitative, puisqu'ils se retrouvent à la rue, soit à cause du fait que leur protection de l'enfance se termine et qu'ils ne peuvent pas continuer leurs études, soit à cause du racisme dans l'école qui fait qu'ils abandonnent, qui décrochent. Donc c'est tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, plus de 100 000 enfants et jeunes se retrouvent privés du droit à l'éducation dans notre pays. Abdelali El Badawi, quels sont selon vous les moments charnières de risque d'exclusion du système scolaire? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des âges où on est plus propice justement à sortir à un moment du système scolaire? Alors nous, on est sur un public complètement différent. Alors je prends ma casquette là de directeur de l'impact chez EduCup. On est sur un public qui est, lui, scolarisé, mais qui a besoin d'avoir des éléments complémentaires. Et donc, nos publics qu'on touche aujourd'hui sont des jeunes enfants qui ont besoin d'un accompagnement, je dirais, après l'école, en périscolaire, et qui permet finalement de faire en sorte d'amener des nouvelles pédagogies alternatives. Et puis, les publics qui, effectivement, n'ont pas accès ou ne vont pas jusqu'à l'école sont des publics quand même sur des particularités plutôt, je dirais, de l'ordre médical, c'est-à-dire qu'on a des enfants atteints de troubles autistiques, 10 et d'autres, qui sont des spécificités et qui nécessitent quand même tout un panel et un besoin. Et donc, on vient compléter aujourd'hui les offres qui existent. On a rencontré il n'y a pas très longtemps le secrétaire d'État Adrien Taquet en charge de la petite enfance sur ce sujet-là, en expliquant comment le groupe EduCup pouvait amener, je dirais, une solution complémentaire à ce qui existe déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin plutôt d'être au plus près de ses habitants et habitantes, d'amener des solutions qui favorisent et valorisent ces jeunes, parce qu'on parle aussi de posture, mais aussi je dirais, amener tout un travail autour des soft skills, la confiance en soi, tout ça, l'amour, parce qu'en réalité, on a beaucoup de ces jeunes qui ont besoin d'amour, et ça, c'est essentiel. Parce que les conséquences sur le long terme, en plus, elles peuvent être dramatiques de ces jeunes qui sortent ou non du système scolaire, ou en tout cas qui ne s'y retrouvent pas. Ça, on peut le voir, les conséquences sur le long terme peuvent être graves. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Il faut agir vite, il faut agir sur la base, et puis aussi
la posture que l'on doit avoir, c'est aussi écouter les besoins de l'enfant. Parce qu'en réalité, souvent, on est dans une posture d'imposer à l'enfant, alors qu'en écoutant l'enfant et en ayant une posture plutôt vraiment bienveillante, d'écoute, avec des méthodes alternatives, permettent finalement d'avoir des enfants qui probablement devraient sortir du système scolaire et finalement reviennent à ce parcours. Et donc tout ça, c'est un travail pédagogique qui demande quand même d'avoir une vraie expérience terrain et une expertise. Anina Tchouktchou, je me permets de vous poser cette question en tant que marraine d'École pour tous, évidemment, mais aussi en tant qu'avocate. Le droit à l'éducation, c'est pas un droit pour tous, normalement ? Si, ça l'est. C'est effectivement un droit constitutionnel qui est garanti, notamment dans le préambule de la Constitution, également dans le premier article du Code de l'éducation et dans les textes internationaux comme la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un droit qui est censé être garanti à tous. Malheureusement, dans les faits, aujourd'hui, il n'est pas effectif pour tous les enfants. Et d'ailleurs, au premier rang de ces discriminations se trouvent les refus d'inscription discriminatoires qui sont opposés par le maire à des enfants qui sont en extrême précarité lors de leur demande d'inscription scolaire. Même si le collectif École pour tous s'est battu pour obtenir un changement dans la loi, nous avons fait évoluer... Vous avez réussi à l'obtenir, ce changement ? Effectivement, et on en est très fiers puisqu'on a fait voter l'article 16 dans la loi École pour la confiance, qui prévoit la simplification des pièces exigibles lors de l'inscription scolaire, ainsi que le décret d'application. Donc, nous étions très fiers de cette victoire. Nous nous sommes dit, enfin, tous les enfants pourraient être inscrits à l'école sans discrimination. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux maires en France continuent de ne pas appliquer la loi, de violer la loi. Et nous avons dû accompagner plusieurs familles, des dizaines de familles, dans des actions en justice pour obtenir l'injonction en justice des maires pour inscrire ces enfants à l'école. D'ailleurs, il y a des enfants que vous n'avez pas mentionnés tout à l'heure qui sont aussi concernés. C'est les enfants de Guyane et de Mayotte qui se voient opposer de nombreux refus d'inscription et qui eux-mêmes ont fait appel aussi à ces actions en justice pour pouvoir obtenir l'inscription de leurs enfants. Expliquez-nous comment est née École pour tous. Est-ce que c'est de votre parcours aussi peut-être qu'est née cette association ? Exactement. Alors moi je suis issue de l'immigration rome-roumaine. Nous avons immigré avec mes parents lorsque j'étais petite en France et nous avons connu des situations d'extrême précarité, notamment vivre en bidonville. Nous avons rencontré, moi et mes sœurs, des difficultés pour l'inscription à l'école, notamment le fait de ne pas avoir par exemple une domiciliation pour s'inscrire. Aussi énormément le racisme dans l'école de la part des adultes et des enfants. Et évidemment, j'ai dû me battre beaucoup plus que les autres enfants et j'ai bénéficié d'un soutien énorme de la part de mes parents qui ont tout sacrifié pour que moi je puisse aller à l'école et réaliser mon rêve de devenir avocate. Et lorsqu'en 2018, j'ai réalisé ce rêve-là, il était très important pour moi que tous les autres enfants qui en sont privés aujourd'hui en France puissent également réaliser le leur. Donc c'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi des enfants et des jeunes et des parents que je connaissais, qui rencontraient les mêmes difficultés que moi, vivant en bidonville, en squat, des mineurs isolés étrangers, des gens du voyage, des enfants de Guyane et de Mayotte. Et nous avons cofondé ensemble ce collectif École pour tous pour prendre notre destin en main et pour garantir à tous les enfants le droit de rêver. Donc on le voit par le biais de recommandations auprès du gouvernement, des fois pour ancrer des choses dans la loi. Vous, concrètement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez avec EduCup ? De quelle manière vous les accompagnez ? Vous le disiez tout à l'heure, en complément justement de leur scolarisation. Alors nous, déjà, EduCup, c'est un start-up studio, c'est-à-dire qu'on crée des solutions. Donc on a une de nos actions, c'est Domissori, donc la contraction de domicile et de Montessori, où on fait intervenir des éducatrices formées à la méthode, mais aussi à la posture montessorienne, qui vont intervenir auprès des familles lors de l'accompagnement et de la garde d'enfants, mais aussi, on a voulu avoir un volet formation. Pédagogiques qui sont pour l'instant plutôt réservés à des classes aisées. Exactement. Et d'ailleurs, 90% des publics qu'on touche sont des familles à faible revenu. Et ça, c'est une victoire pour nous, parce que donner l'accès à ces pédagogies qui sont aujourd'hui des pédagogies forcément à des revenus moyens très aisés, et donc revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que Maria Montessori, médecin qui a mis en place cette méthode pour des publics très pauvres et des personnes, des enfants atteints de handicap. Et donc pour nous, c'était de revenir aussi à cette base de l'histoire. Et puis on a aussi voulu amener un volet formation pédagogique, parce que accompagner les parents, mais aussi les futurs éducatrices et éducateurs dans la posture, c'est essentiel. Et donc on a voulu amener ça autour d'une structure qui s'appelle Aide Academy, ED plus loin Academy, et donc qui, elle, forme justement les familles, mais aussi ces futurs professionnels qui vont intervenir auprès de ces jeunes enfants et auprès de ces parents.
Vous parlez des familles, c'est intéressant. Anina Chouchou, quel est le rôle des parents aussi dans la scolarisation de ces enfants? Quel rôle peuvent-ils jouer, eux? Comme je vous le disais, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont tout sacrifié pour que moi et mes sœurs nous puissions aller à l'école et réaliser nos rêves. Avec École pour tous, vous les rencontrez, ces familles, ces parents? Effectivement, pour ceux qui en ont, puisque dans École pour tous, il y a également des mineurs isolés, étrangers, des jeunes majeurs qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents à leur côté. Mais les parents, évidemment, sont un moteur essentiel dans l'école pour leurs enfants. C'est d'ailleurs l'un des premiers motifs qui fait que ces parents se déplacent, qui sacrifient leur vie, qui risquent leur vie aussi pour venir en France, pour garantir à leurs enfants un avenir meilleur. Malheureusement, très souvent, ces parents eux-mêmes n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'école, d'avoir une éducation, et donc pour eux, c'est doublement plus difficile. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais, nous accompagnons des parents qui entament des actions en justice pour que leurs enfants puissent être inscrits à l'école. Donc leur rôle, il est moteur, il est primordial. Dans votre association, dans votre collectif École pour tous, il y a des avocats, quel autre type de profil travaille exactement? Le collectif École pour tous, il réunit uniquement des premiers concernés, c'est-à-dire des enfants, des jeunes et des parents qui ont vécu et qui vivent eux-mêmes la discrimination dans l'accès à l'école. Et c'est ça qui fait notre force. En fait, pour une fois, les premiers concernés se réunissent, s'organisent pour faire en sorte de défendre leurs droits et de faire entendre leur voix. Puisque, en fait, quand on parle de ces enfants qui n'ont pas accès à l'école, on parle d'enfants qui sont dans l'angle mort de la République aujourd'hui, qui sont invisibles. Et dont personne n'a connaissance, ni même les institutions qui sont censées garantir leurs droits. Donc ça, c'était effectivement pour nous très important de faire entendre nos voix et de parler aussi au nom de 100 000 enfants et jeunes qui nous ressemblent aujourd'hui en France, et de faire en sorte que notre droit à l'éducation soit garanti comme pour tous les autres enfants. Abdelali El Badawi, c'est intéressant de voir qu'il y a des associations et puis il y a aussi du privé. C'est tous ces gens qui travaillent ensemble, aussi avec le public évidemment, avec le ministère. C'est en travaillant tous ensemble qu'on va arriver à peut-être endiguer ce phénomène? Oui, je crois au commun en fait. En réalité, pour résoudre des problématiques aujourd'hui d'inégalité sociale, éducative, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est essentiel d'embarquer l'État, les structures privées, les acteurs associatifs, et ensemble on va pouvoir résoudre ces problématiques. Et c'est pas chacun dans notre coin ou chacun en pensant qu'on nous sommes les bien pensants, mais plutôt qu'est-ce que chacun peut apporter à l'édifice pour justement amener l'éducation, l'excellence de l'éducation à tout à chacun et chacune. Merci beaucoup tous les deux d'être venus dans Smart Éducation aujourd'hui, d'avoir parlé École pour tous. C'est important que tout le monde ait accès à l'éducation. Anina Chouchou, avocate et marraine du collectif École pour tous, merci de nous avoir accompagnés. Abdelali El Badawi, président fondateur de Banlieue Santé, ça c'est autre chose, et vous êtes aussi directeur de l'impact donc d'EduCup. C'est pour ça que vous êtes venus nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain.